Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, suite au succès de l'épisode sur l'éthanol et les fameux adaptatifs de richesse, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qu'on pourrait appeler FAQ, donc foire aux questions, sur l'éthanol. En effet, vous avez été très nombreux à laisser des commentaires sur cette vidéo. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, je vous ajouterai le lien ici, là en haut à droite. Et donc vu le nombre de commentaires, on est autour de 400 je crois, il m'était impossible de répondre à tous, à toutes ces questions et à toutes vos demandes. Pour cette raison, j'ai donc décidé de refaire une vidéo sur le sujet en essayant de sélectionner les questions les plus pertinentes et de développer les sujets de ces questions. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires justement, parce que comme d'habitude, très peu de commentaires haineux et des questions très pertinentes. Donc c'est toujours super agréable pour moi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je refais un sujet et j'essaie de développer tout ça. Pour ceux qui ont la critique facile, je vous propose juste d'essayer de vous filmer tout seul en mode garage, vous verrez que c'est pas forcément facile. Bref, comme d'habitude, je vais faire appel à mes connaissances de motoriste pour répondre à vos questions, ainsi que à mes différentes expériences personnelles, et j'espère que ce sujet vous plaira. Allez, on attaque tout de suite. Bon, pour commencer cette vidéo, parlons un peu des additifs. Vous avez été très nombreux à me demander en commentaire si l'utilisation d'additifs avait un réel intérêt dans le cadre de l'utilisation de l'éthanol, et donc des additifs type Facom, Bardal ou encore Mecaron. Là-dessus, et c'est principalement un avis personnel que je vais argumenter, vous en doutez, j'y vois que peu d'intérêt, en plus du fait que c'est très onéreux. Ces additifs vous promettent en général monts et merveilles en consommation, ça vous annonce une meilleure combustion, une meilleure conservation du carburant, enfin toutes ces choses-là. Mais dans la réalité, j'y crois moyennement et je vous explique pourquoi tout de suite. Déjà chez les constructeurs, donc moi j'ai travaillé chez Renault et PSA, que ça soit sur des moteurs de R&D donc déjà conçus ou même sur des bancs monocylindres, donc c'est des bancs qui permettent de développer les moteurs ou la chambre de combustion, enfin tout un tas de choses. J'ai jamais vu de test quel qu'il soit sur des additifs. Alors sur de l'huile, oui, mais sur des additifs qui vont dans le carburant, aucun. Pour la vidéo, j'ai donc fait l'exercice de prendre celui qui revenait le plus souvent dans les commentaires, le Mecaron C99 spécifique éthanol. Pour information, sur tous ces additifs, vous avez une fiche de sécurité obligatoire qui va avec. Et dessus, dans cette fiche, à l'intérieur, vous retrouvez une chose qui va nous intéresser, c'est la composition du fameux produit. Donc pour le C99, je vous afficherai ça à l'écran, on voit que la fiche est composée, que le produit est composé de seulement deux composants au nom imprononçable. Le premier à 66,5% et le deuxième donc à 33,5%. Si on cherche rapidement sur le net, vous pourrez constater par vous-même que le prix d'un bidon c'est juste l'arnaque du siècle. En effet, c'est vendu 23 € sur Amazon, les 250 ml. Donc ça nous fait 92 € le litre. J'ai cherché un peu si on pouvait se procurer donc les deux matières premières, là, les deux composants sur d'autres sites, et sur Arcane Industries, on peut commander ça en fût de 200 litres. Et si on fait le calcul, donc j'ai fait ça en off, ça nous fait 4,7 € le litre, et donc 1,17 € les 250 ml TTC. Donc déjà là-dessus, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression vraiment de me faire avoir, quoi. Je paye 20 fois plus cher quasiment le produit alors que je peux l'acheter moi-même sur d'autres sites, quoi. Ensuite, autre chose qui me fait un peu rire, c'est que sur la bouteille, c'est marqué que 250 ml sont censés fonctionner jusqu'à 1000 litres d'éthanol. Donc si on fait le pourcentage, ça doit faire 0,025% du volume. Donc 0,0 c'est quand même pas beaucoup. Donc en tout cas moi c'est encore quelque chose qui me chagrine un peu, quoi. Donc pour conclure sur la question additif, je dirais que c'est à vous de voir, mais personnellement si vous roulez à l'éthanol dans un but de faire des économies, je comprends vraiment pas l'intérêt d'aller mettre de l'argent dans ce genre d'additif très onéreux, qui plus est à l'efficacité douteuse. Moi personnellement, dans ce cas-là, je préférerais continuer à rouler avec du sans-plomb classique et au moins vous êtes sûr de jamais être emmerdé, quoi. Autre question à laquelle je voulais absolument répondre, c'est concernant les motos. Vous avez été quelques-uns à me demander si l'éthanol était toléré de la même manière dans une voiture que dans une moto.
Là-dessus, vous l'ignorez peut-être, mais il y a quelques temps, j'ai passé ma propre moto au banc. Avec un spécialiste de la calibration moto, et qui d'ailleurs travaille pour certains teams en mondial d'endurance. Et lors de cette rencontre, on a pu partager nos connaissances et justement parler un peu du software d'une moto et le comparer à celui d'une voiture que personnellement je connais bien pour avoir travaillé 10 ans dessus. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais retenez simplement que le software d'une moto a des années de retard si on le compare à une voiture, et la cause principale, c'est les normes qui sont très différentes. Donc pour en revenir à l'éthanol et nos fameux adaptatifs de richesse, les fameux long trim qui sont présents sur voiture, ça commence simplement à apparaître sur des softwares très récents en moto, donc autour de 2020, donc disons des motos Euro 5. Donc déjà là-dessus, je vous déconseillerais de mettre de l'éthanol dans votre moto si elle n'est pas équipée d'un boîtier éthanol spécifique, puisqu'en fait on n'a aucune stratégie software qui va corriger au long terme la richesse à peu près correctement, donc comme sur une voiture. Deuxième chose, sur une moto, la mise au point, le réglage est beaucoup plus orienté performance que durabilité en général. Et je veux dire par là que les marges sont plus restreintes, et en plus, en tout cas dans mon cas, sur par exemple une moto de circuit ou même une moto qu'on va utiliser dans un cadre que loisir, on a souvent tendance à passer plus de temps en pleine charge avec une moto qu'avec une voiture. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. Et là-dessus, vous vous en doutez, en pleine charge, c'est là que le réglage est le plus critique et c'est là qu'on a le plus de risques. Donc voilà, enfin bref, vous l'aurez compris, sur une moto, j'aurais tendance à vous déconseiller l'usage de l'éthanol pour les raisons évoquées juste avant. Malgré tout, je serais curieux d'avoir des retours d'expérience en commentaire si certains roulent à l'éthanol sur leur moto sans boîtier spécifique. Autre sujet, dans pas mal de commentaires, vous avez évoqué les modifications que vous avez apportées à vos véhicules personnels. Et une chose simple qui est revenue plusieurs fois dans les commentaires, c'est les bougies. J'en avais pas forcément parlé dans l'épisode 1, mais remplacer vos bougies d'origine par des bougies haute performance type iridium devrait bien vous aider lors des démarrages hivernaux difficiles, donc avec l'usage de l'éthanol. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je vous ajouterai le lien ici, mais ces bougies particulières, donc par exemple les bougies iridium, donnent une étincelle plus forte qui va donc aider au démarrage, parce qu'en gros on aura une meilleure combustion, etc. Donc voilà, bref, c'est une modification simple qui peut apporter un plus non négligeable l'hiver. Autre modification qui remonte pas mal dans les commentaires et qui est clairement une très bonne idée, le potentiomètre sur la sonde de température d'eau. Pour les néophytes, les cartographies d'injection pour les phases de démarrage moteur, notamment moteur froid, se basent sur une chose simple, la température d'eau moteur. Pour faire simple, plus la température est froide, plus on va injecter de carburant dans la chambre pour faciliter le démarrage et éviter des problèmes d'instabilité et autres. Donc en montant un potentiomètre sur le véhicule, sur la sonde de température d'eau, on va faire croire au calculateur que l'eau est bien plus froide que la réalité. On va donc taper dans des cartographies où le débit est bien plus haut, le débit injecté est bien plus haut. Et du coup, avec cette technique, on démarrera donc bien plus facilement avec de l'éthanol les jours d'hiver. Malgré tout, cette modification est bien plus complexe à réaliser qu'un simple changement de bougie, mais elle est aussi, vous en doutez, bien plus efficace. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est peut-on ajouter un capteur éthanol sur véhicule? En effet, la question se pose, puisque c'est d'ailleurs ce qui équipe les véhicules FlexFuel en série, mais le truc c'est que monter soi-même un capteur éthanol dans un véhicule série ne va rien apporter, car il faudrait pouvoir envoyer l'information au calculateur d'origine du taux d'éthanol, et qui plus est, il faudrait que que le calculateur d'origine possède des cartographies spécifiques éthanol, ce qui n'est pas le cas sur les véhicules essence, disons, classiques. En revanche, sur une gestion programmable, donc c'est-à-dire sur des systèmes de calculateurs paramétrables et programmables, type MaxEQ, Megasquirt, etc., le capteur a tout à fait sa place, car vous pourrez paramétrer vous-même vos cartographies. Malgré tout, vous en doutez, ce type de modification est réservé à des gens qui savent ce qu'ils font, et on est très très loin du grand public. Enfin, pour le grand public, si vous optez pour le montage d'un boîtier éthanol homologué et que vous voulez rouler un coup à l'essence, un coup à l'éthanol,
l'ajout de ce capteur au moment du montage du boîtier est pour moi vraiment recommandé. Et en plus, ça permettra à l'ensemble d'adapter les réglages en fonction du taux d'éthanol présent dans votre réservoir, puisque comme dit dans la première vidéo, le carburant été et le carburant hiver ne sont pas les mêmes. Donc voilà, ça permettra d'adapter au mieux vos réglages. Donc pour moi, c'est vraiment à faire si vous installez un boîtier éthanol classique. Un commentaire que j'ai trouvé très intéressant à développer, celui de monsieur Patrick Bush, qui demande pourquoi les constructeurs n'autorisent pas plus de marge sur les adaptatifs, les fameux long trim, afin de rendre leur moteur essence compatible E85. C'est en effet une très bonne question sur laquelle je vais essayer de répondre en donnant un peu plus de détails. La première chose que d'ailleurs beaucoup de gens se demandent, c'est pourquoi les constructeurs ne proposent pas tous leurs véhicules essence en flex fuel. Là-dessus, il y a deux choses majeures à comprendre. Premièrement, les constructeurs n'ont pas spécialement d'avantages, disons, financiers ou fiscaux à vendre des modèles éthanol en France ou en Europe. Vous allez me dire, oui, mais Ford le fait bien, par exemple. Et donc, on arrive au deuxième point négatif, le développement. En effet, faire la mise au point d'un moteur coûte une somme astronomique aux constructeurs. Et donc, qui dit deuxième carburant, dit deuxième mise au point complète. Et croyez-moi, vu les normes actuelles, ça représente un ensemble vraiment très coûteux aux constructeurs, puisqu'il faut revoir l'ensemble des cartos et refaire tous les essais de développement. Si on prend donc le cas de Ford, c'est un peu différent car leurs véhicules sont vendus partout dans le monde et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui n'est pas trop le cas des constructeurs français par exemple. Ainsi, ils rentabilisent la double mise au point en vendant dans des pays où l'éthanol est très présent. Enfin, pour répondre à la question de pourquoi pas laisser plus de marge aux adaptatifs dans les réglages de série, là-dessus, il faut comprendre que les adaptatifs sont là pour rattraper des dispersions de composants à composants et non pour permettre aux véhicules de rouler à l'éthanol, même si aujourd'hui, vous l'aurez compris, cette stratégie permet à beaucoup d'utilisateurs de rouler avec un pourcentage d'éthanol dans leur réservoir. Un autre commentaire, celui de monsieur Charles Martin 5107, nous dit que regarder les adaptatifs moteur éteint ne veut pas dire grand-chose. Là-dessus, c'est en effet ce que j'explique dans la vidéo précédente. Il y a plusieurs adaptatifs qui fonctionnent en parallèle et ils sont souvent dépendants du régime et du couple moteur. Néanmoins, si c'est bien mis au point, les valeurs ne doivent pas énormément bouger d'une zone d'apprentissage à l'autre. C'est pour cette raison que dans la vidéo précédente, je regarde la valeur moteur éteint car c'est celle stockée à la fin du roulage précédent. Et enfin, pour le short trim, l'adaptatif très dynamique, il est vrai que moteur éteint, il est à 0, mais on n'a aucun intérêt à regarder cet adaptatif car il est justement extrêmement dynamique, trop du coup, donc pas d'intérêt de le regarder pour un usage éthanol. Commentaire suivant, les risques à long terme pour votre moteur. J'ai sélectionné ce commentaire en particulier car apparemment monsieur Kevin Boucher 3570 roule 100% à l'E85 et comme par hasard il a un petit voyant moteur qui s'est allumé. Personnellement je ne comprends pas trop l'idée et l'intérêt d'aller rouler à 100% à l'éthanol, enfin à l'E85 pour faire des économies si la durée de vie du véhicule est par la suite réduite. Parce que bien évidemment, rouler avec une richesse moteur trop basse engendre énormément de risques pour votre moteur. Les températures dans la chambre peuvent exploser, peuvent monter et grimper énormément. Vous avez des risques de cliquetis, vous pouvez bousiller vos soupapes, votre catalyseur, tout ça. Et puis quand vous en serez là, c'est comme dit au début, c'est pas un petit bidon d'additif à 23 € qui va vous sauver. Bref. Dans ce cas-là, dans le cadre de monsieur Boucher, je vous conseillerais donc de revenir sur un pourcentage d'éthanol beaucoup plus bas afin d'éviter les problèmes et autres risques pour votre moteur. Puisque quand le voyant s'allume, c'est preuve qu'on a été trop loin et que les adaptatifs sont embutés et qu'on n'arrive pas à enrichir assez. Et donc tant que le voyant moteur ne s'allume pas, vous avez peu de risques parce que justement les adaptatifs font le boulot. Et quand ils sont allumés, revenez... Vraiment, essayez de revenir à une valeur plus basse parce que sinon, vous avez des risques à long terme. Autre sujet dont je n'avais pas parlé dans l'épisode 1 mais que vous êtes plusieurs à avoir remonté, la dilution.
Merci pour l'excellent commentaire de Monsieur Gerles qui résume vraiment bien la situation. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme dilution, c'est en gros le carburant qui coule le long des parois du cylindre, donc du coup jusqu'au carter d'huile. Et donc, comme son nom l'indique, hein, on va faire de la dilution. Le truc, c'est qu'en roulant à l'éthanol, notamment avec un boîtier, on va injecter beaucoup plus de carburant dans la chambre, donc on va obligatoirement faire plus de dilution. Puisque, comme dit dans l'épisode 1, avec un boîtier, on fait 20 à 25% de consommation en plus qu'avec du sans-plomb. Donc on va forcément injecter plus de carburant dans la chambre de combustion. Le carburant va forcément ruisseler, on va utiliser le terme ruisseler, même si c'est pas vraiment ça. On va avoir du coup forcément 20 à 25% de ruissellement en plus dans le carter d'huile. Donc on va faire plus de dilution, l'huile va se dégrader donc plus rapidement. D'ailleurs, pour reparler un peu moto, quand vous faites remapper ou reprendre vos cartos d'injection, de richesse, appelez-les comme vous voulez, par exemple, quand vous changez votre ligne d'échappement sur une moto Euro 5, donc c'est typiquement ce que j'ai fait moi sur le CBR. Donc en général, on fait reprendre les cartographies pour faire injecter plus de carburant. Je vous conseille vraiment de vidanger bien plus régulièrement que ce que préconise le constructeur. Parce qu'en effet, la différence de débit injecté est considérable avant et après remap. Donc éthanol ou pas, on va faire beaucoup plus de dilution. Et en plus, sur une moto, l'huile lubrifie encore plus de composants que sur une voiture, comme l'embrayage, la boîte de vitesse, etc. Donc, à ne pas négliger. Et enfin, pour faire une petite conclusion sur la dilution, si vous roulez simplement avec un pourcentage d'éthanol, disons à 50% par exemple à E85, je vous conseille quand même, c'est vrai, de vidanger un peu plus régulièrement que ce que préconise le constructeur. Et si vous roulez avec un boîtier, là, vraiment, je vous conseille pas de diviser par deux, mais de le faire plus régulièrement que ce que préconise le constructeur, parce que là, on va vraiment injecter beaucoup plus, donc on va faire bien plus de dilution. Enfin, pour la petite histoire, on va encore un peu parler de dilution, mais je pense que même si ça sort un peu du cadre de l'éthanol, vous serez intéressé d'avoir ce genre d'informations. Si on prend par exemple deux moteurs similaires, par exemple à l'époque un 1.6 DCI qu'on retrouvait, je sais pas moi, dans un Scénic ou dans une Clio, enfin bref, vous comprenez, dans un véhicule VP, quoi, un véhicule particulier. On retrouvait aussi ce type de moteur dans des utilitaires type Trafic, Master, etc. Et malgré que ces moteurs soient les mêmes, leur capacité d'huile, enfin le volume d'huile qu'on met dans les moteurs n'est pas le même. Les carters d'huile sur les utilitaires sont un peu plus gros que sur les véhicules particuliers. Vous allez me dire pourquoi ? En fait, c'est pour la dilution, parce que les intervalles de vidange, souvent des utilitaires, sont plus gros. Enfin, on a plus de distance entre deux vidanges. En fait, c'est pour les vendre aux flottes d'entreprises, parce que les entreprises n'ont pas envie de se faire chier à vidanger un véhicule tous les ans. Donc, on laisse en général plus de marge. Et donc, comme il y a de la dilution, en fait, on augmente juste le volume d'huile, donc ça diluera un pourcentage plus faible à chaque fois. Donc voilà, enfin, vous comprenez l'idée, et donc sachez que c'est pour ça qu'à deux moteurs équivalents, on peut avoir un volume d'huile différent, et c'est notamment pour ça. Passons maintenant sur le côté légal de la chose, donc de mettre de l'éthanol dans un véhicule prévu pour tourner à l'essence. Le commentaire de Monsieur Nicolas Ruinica 4537 est vrai, mettre de l'éthanol dans un véhicule essence est en théorie strictement interdit, et vous avez d'ailleurs sur votre carte grise à la ligne P3 le type de carburant homologué pour votre véhicule. Bien évidemment, en faisant installer un boîtier éthanol, disons légal, vous pourrez faire une demande de mise à jour sur le site de l'ANTS afin de faire ajouter l'éthanol à la ligne P3 de votre carte grise. Après, soyons honnêtes, c'est interdit, comme d'ailleurs toute modification sur votre véhicule, mais dans la réalité, je vois mal l'assurance demander une analyse de carburant en cas d'accident. En plus, il faut prouver encore que c'est vous qui avez fait le plein des erreurs de carburant dans des stations, il y en a souvent. Il y a déjà de l'éthanol dans le samplon E10. Enfin, voilà. Après, vous êtes grand, majeur et vacciné, donc vous prenez vos responsabilités. Le vacciné, c'est juste pour dire que j'ai trouvé drôle la photo de profil de monsieur Nicolas 4537, car il nous fait un petit rappel sur la loi au niveau d'éthanol, et à côté de ça, il nous dit sur sa photo de profil qu'il n'est pas vacciné et qu'il nous emmerde.
Donc cet état d'esprit, disons, contradictoire, m'a bien fait rire. Enfin, pour terminer, j'ai eu quelques questions sur la prise OBD, prise diag que j'utilise dans la vidéo précédente. Et comme remonté dans les commentaires, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de prise pour surveiller vos adaptatifs, vos fameux trims. Il existe des tas de petits boîtiers vraiment pas chers sur Amazon ou chez Noroto d'ailleurs, et ça fera largement le même boulot. Du coup, j'essaierai de vous ajouter des liens dans la description de plusieurs types de prises à des prix, disons, beaucoup plus raisonnables, parce qu'on en trouve même sur AliExpress, même si je ne suis pas un fan de site, vous pouvez en acheter là-dessus, je pense que ça marche très bien. Bon voilà, on arrive à la fin de ce petit sujet FAQ éthanol. Encore désolé de ne pas avoir répondu à tout le monde, mais avec presque 400 commentaires rien que pour la dernière vidéo, ça fait beaucoup, rien qu'à lire déjà ça fait beaucoup, donc à répondre c'est encore plus long. J'ai donc essayé de sélectionner les commentaires qui me paraissaient les plus pertinents. J'espère donc que cette petite vidéo un peu spéciale vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis, si vous avez encore des questions, laissez tout ça en commentaire. S'il y a vraiment encore beaucoup de commentaires, j'essaierai de faire une FAQ numéro 2. Et puis pour la suite, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!